en fait... Bon, on est en progression. Cette conférence s'intitule « Oui, oser se choisir, mon rétablissement manifeste en santé mentale ». Je vais juste faire mon petit discours d'ouverture avant de laisser la parole à Sonia. Mais dans le fond, cette conférence, en fait, est présentée dans le cadre du Salon du Livre de Montréal, notamment dans le cadre des activités satellites du Salon dans la ville. Donc, en collaboration avec l'Association québécoise de rétablissement psychosocial en santé mentale, on a organisé cette conférence qui est un peu un satellite de la bibliothèque vivante qui a lieu au Salon du Livre cette année, où justement les gens sont appelés à emprunter un livre qui est en fait un livre vivant, une personne qui vient témoigner de son expérience, de son vécu avec la santé mentale. Et c'est un peu dans ce cadre-là que Sonia vient nous livrer son expérience et son vécu aujourd'hui. Si vous voulez, pour les personnes qui sont en ligne, vous pouvez ouvrir votre caméra. Sonia vous voit, dans le fond, sur un écran, donc ça donne un peu plus l'impression qu'on est dans un salon entre amis. C'est plus agréable que d'être devant des écrans noirs, mais bien sûr, si vous ne voulez pas l'ouvrir, il n'y a aucun souci. C'est vraiment à votre guise. Donc, je vais présenter Sonia. Juste une dernière chose, la conférence est enregistrée. Donc, après qu'on va avoir une période de questions, si vous souhaitez poser une question de façon anonyme, vous pouvez l'écrire dans le chat, puis on va la lire sans donner votre nom. Donc, ça, c'est une option si vous souhaitez poser une question de façon anonyme. Donc, sans plus tarder, Sonia est parent aidante certifiée d'expérience, passionnée par l'idée d'aider les autres et se rétablir et à prendre part à une vie accueillie en toute liberté. Elle agit comme agente de soutien engagée auprès de parents aidants et participer à la formation et à l'intégration des parents aidants correspond pour elle à sa valeur prise dès son plus jeune âge, c'est-à-dire aimer son prochain comme soi-même. Sonia est reconnue pour vivre des valeurs de solidarité, d'autonomie, d'innovation, de santé et d'engagement. Conférencière inspirante, a même le sens donné à ses expériences de service en santé mentale, elle sait mettre en lumière les forces de vie présentes dans le processus de rétablissement. Ce travail reste pour elle un terrain fertile pour cultiver son humanité en ses essences d'amour propre. En transmettant son vécu expérientiel, elle s'anime pour faire toucher en soi le désir d'accomplissement présent en chacun. Du rêve à la réalité, un pas à la fois, elle consent au partage en levant un voile sur ce qu'elle a cru devoir cacher. S'arrêter, ressentir et agir sont des voies qui l'amènent à expérimenter sa profondeur d'être. Écrire demeure pour elle une expression pour consentir, même vulnérable à son unicité. Outre son engagement dans le milieu de la santé mentale, Sonia a participé à mettre sur pied, en pleine pandémie, une coopérative d'alimentation locale tout en étant proche aidante de sa mère. Ben, félicitations, Sonia, pour tout ça. Puis, je te laisse la parole. Oui. Tu peux te lever. Ça se pourrait que je bouge, ça se pourrait. Tu peux bouger comme tu veux dans l'espace, c'est à toi. Librement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ben oui, c'est un pas pour moi d'être ici à Montréal, un pas de plus dans mon cheminement, dans mon rétablissement, pour venir un peu partager, me dévoiler. Hein, on va faire tomber des voiles sur ce qui, à la plupart du temps, est caché et tabou. Un trouble de santé mentale et comment on peut parvenir avec des services et des engagements personnels à un équilibre de vie. OK? Je suis quand même préparée. Je suis quelqu'un d'assez structuré, là, fait que on devrait tenir le fil conducteur. Oser, hein, j'ai appelé ça oser. Oser se choisir. Pourquoi j'ai choisi ça comme titre, là? Parce que me choisir, pour moi, ça veut dire cesser d'être la Sonia qui est dans le sacrificiel de la vie et qui répond aux besoins de tout le monde avant les siens. Alors, j'ai dû apprendre à sortir de cette situation-là, de choisir, de donner toujours aux autres, donner pour me choisir et d'accepter de recevoir de la vie aussi. On peut parler d'un équilibre, hein? Quand on sait recevoir et donner, on est pas mal mieux situé.
Préalablement, je l'avais intitulé « Une réponse en cette vie donnée et reçue ». Mais ça n'a pas été retenu, c'est trop long. J'ai tendance à mettre beaucoup trop de mots des fois. La conférence comme telle est en 3 parties. Mettre la table. Je vais commencer par vous mettre la table. Après ça, je vais vous partager la table. Je vais aller un petit peu plus en profondeur. Puis, par la suite, ben, je vais la desservir. OK? Mettre la table, c'est la première partie. C'est ce que j'appelle le récit du parcours lui-même. OK? Ce que j'ai pu vivre dans les 40 dernières années. Qu'est-ce qui m'est arrivé à 20 ans? Qu'est-ce qui a fait été un point de bascule? Fait que je vais commencer tout simplement le récit. J'espère que je parle assez fort, là, parce que je veux que les gens m'entendent. J'ai besoin d'être certifié que les gens entendent bien. Oui, c'est bon? OK, c'est good. Bon, choc et déni. Le processus que je vais vous parler, c'est le processus du rétablissement en santé mentale. En paradance, on utilise les 5 étapes du rétablissement. Je tiens à préciser qu'il existe un cheminement, un processus pour se rétablir. C'est véritable. C'est pas vrai qu'on doit rester institutionnalisé toute notre vie et sous médicaments et qu'on n'a pas d'avenir et qu'on ne peut pas rien vivre. Alors, je prends le fil de première étape, choc et déni. Comment on en vient à recevoir un premier diagnostic. Mais avant, les signes précurseurs, avant de sombrer dans un délire, un grand délire, il y a des signes précurseurs. Dans mon cas, il y en avait une panoplie. Avant l'apparition du trouble. État général de désespérance, peine et colère, un mépris sévère de moi-même. On va dire que je ne m'aimais pas beaucoup. Et une grande confusion. Je vivais dans la confusion, une agitation mentale constante, un désordre relationnel parce que c'était difficile d'être en relation, on va dire, stable. Et concrètement, beaucoup de consommation, beaucoup de livres. J'étais beaucoup dans la littérature, fait que j'étais beaucoup dans la fiction. J'étais dans le théâtre en plus. Je faisais beaucoup de théâtre, fait que je jouais des personnages qui n'existaient pas ou je les incarnais. Fait que ça aide pas à être soi-même, ça. On va vous dire une affaire. En tout cas, j'ai consommé des personnes aussi. Mais pas tout seul à avoir vécu ça, mais c'était ça à l'époque. Consommer des livres, des substances, des personnes. Et j'engourdissais beaucoup une douleur physique parce que je vivais que déjà avec un diagnostic d'arthrose et d'arthrite sévère à l'époque. Alors, je vivais beaucoup de douleurs physiques que j'essayais d'auto-médicamenter comme je pouvais. Et, bon, il y avait la vie de théâtre, il y avait les amis, tout ça. Mais à un moment donné, j'étais tellement dans une souffrance que j'ai fait un exil. J'appelle mon premier exil à Montréal. Exil numéro 1 à Montréal. Je suis partie avec mon sac à dos. J'étais en peine d'amour. T'avais quel âge? Ben, j'ai toujours une peine d'amour. Ça finit pas, ça. J'en avais une à 20 ans. Mais t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 19 ans à ce moment-là. Merci. Okay. Je pars en Montréal, mon sac à dos, un petit peu d'argent, un numéro de téléphone d'une poche, une fille que j'ai rencontrée dans un bar à Saguenay, et puis je m'emmène ici à Montréal. Alors, ben, c'est ça. Je me suis dirigée finalement, je me suis mis dans des conditions très précaires, très insécurisantes, puis je n'ai pas des bonnes fréquentations à Montréal. Quand tu arrives à Montréal, tu ne connais pas les gens, bon. Et aussi, il faut que je dise une chose. Adhérer à mon orientation sexuelle à 18-19 ans au Saguenay, il fallait quand même être courageux. Hein? Ça prenait du courage pour aller dans des fonds de bar. Oui. Fait que ce qui m'attirait à Montréal, ben, c'était les bars de Montréal, évidemment. Je voulais être en relation. Puis j'avais l'illusion de croire que j'étais plus libre. Mais ma prison, elle était intérieure. Elle n'était pas extérieure. Bon, ma situation dans le creux. J'arrive à Montréal. J'ai 2 femmes qui sortent beaucoup dans les bars aussi.
Finalement, un soir de Noël, 24 décembre, après un mois de plus manger, plus dormir, parce que la nourriture, je vois le mal là-dedans. Je fais un délire vraiment psychotique sévère, là. Je me suis ramassée un petit peu à errer dans le parc La Fontaine. J'avais jeté mes lunettes. Je n'étais plus capable de voir le monde. Je ne voyais que la souffrance du monde. Je n'étais imbibée que de souffrance du monde. Alors, j'ai erré un certain temps. Et puis, finalement, quelqu'un m'a emmené à l'hôpital Notre-Dame en urgence. Le 24 décembre, c'est Noël! T'arrives en psychiatrie pour la fois de ta vie, tout le monde délire la même affaire. C'est tout sur Jésus. Délire collectif. C'est pas aidant. Non, ça n'a pas été aidant. Finalement, je me suis enfoncée dans mon délire mystique. Mais c'est une expérience qui, finalement, m'a ramenée au Saguenay parce que mes parents n'ont pas voulu me rester. Ils sont venus me chercher. Et j'ai eu une place à Saguenay. Pour la première fois de ma vie, j'ai une place à Saguenay. J'étais sûre d'avoir une place. À l'époque, c'était Roland Saucier. Roland Saucier, département infantile. J'étais avec les enfants, intoxiqués, psychosés, tout ça. Finalement, je voulais pas vivre. Je l'écrivais partout sur mes bras. Je ne veux pas vivre. Ils m'ont sorti après 2 semaines. Ils m'ont sorti après 2 semaines quand même. On prend un petit risque. Oui. Le petit risque, c'était que moi, je suis retournée à Montréal. Je n'ai pas écouté le médecin, puis j'étais dans le déni. J'avais pas de trouble, j'allais revenir à ma vie. Fait que je suis revenue à Montréal, mais là, c'était une deuxième psychose, mais plus enfoncée encore. Ma famille étant scalée, solidaire, sont venus me chercher. Ils m'ont ramené à Saguenay. Puis là, c'est ça. À Saguenay, là, j'ai connu le département Saint-Joseph au 9e. C'est le département des fous, tout le monde les a fait. À Valence-aussi. Là, c'est le département Saint-Joseph, c'est l'hôpital de Chicoutimi. Oui. Fait que les 2 premières semaines, je n'ai pas eu conscience ni que j'existais. J'étais non-catée complètement. Après 2 semaines, j'ai parlé avec une personne qui était une infirmière. On faisait mon lit ensemble. Là, je dis, qu'est-ce qu'on fait ici? Je suis où? Ça fait 2 semaines que tu es là. Fait que j'avais plus de conscience d'être du tout, là. Fait que c'est impressionnant, ça, sortir d'un blackout de 2 semaines. Il y avait sûrement bien doser. Bon, finalement, ça, c'est les premières psychoses. Qu'est-ce que je retiens de tout ça? C'est quand tu reçois un diagnostic et tu fais l'expérience de rentrer le monde en psychiatrie, tu ressors de là humilié, d'une part, c'est humiliant, stigmatisé et tu te blâmes, tu te sens coupable et ça n'aide pas pour le mépris de soi. C'est pas là que tu as l'amour de soi. Non? Alors, ceci dit, j'étais jeune. J'avais 20 ans. Et là, j'étais dans un état de désespoir toujours. Je ne croyais pas beaucoup à mes possibilités. Et qu'est-ce que j'allais faire en retournant au Saguenay pour me remettre sur la map? J'ai fait du théâtre. J'ai fait du théâtre dans une troupe de théâtre avec un personnage. Finalement, j'avais beaucoup de textes à apprendre, mais j'avais quand même 18 pilules à prendre par jour. Hein? Fait que j'ai fait mon chemin là-dedans. La vie étant scalée, elle nous place toujours ce qu'il faut. Je me suis fait une blonde en plus dans la troupe de théâtre. On a fait du théâtre d'été, j'ai fait une blonde. J'ai eu comme une reprise de c'est possible de vivre quelque chose, tu sais. Fait qu'on est allé vivre, on a vécu ensemble certaines années. Mais pour moi, c'était une femme qui avait ses propres enjeux de santé, je dirais. Et puis, j'essayais de me cadrer dans une vie régulière, d'acheter un frigidaire, d'acheter des meubles, de travailler. Et finalement, c'était pas mon chemin. C'était assurément pas mon chemin, mais ce qu'elle a eu de particulier, cette personne-là, c'est qu'elle cherchait elle-même beaucoup sa guérison. Et elle le cherchait dans des groupes ésotériques, beaucoup à l'époque. Fait que ça m'a fait rentrer dans le monde de l'ésotérisme, où j'ai été pendant 10 ans, sous la gouverne
d'une enseignante spirituelle dans un abus spirituel. On va nommer ça comme ça. Parce que moi, à la base, peut-être que je vais le nommer plus tard, les gens prennent en prise facilement sur moi, je donne mon pouvoir. Parce que moi, je n'ai pas de pouvoir sur ma vie. Fait que quand tu n'as pas de pouvoir sur ta vie, tu le donnes aux autres facilement. Et les autres, il y en a qui aiment beaucoup le prendre facilement aussi. Tu sais. Ils le prennent. Et ils te mettent à ton service. C'est à leur service. Là. Ceci dit, là, j'ai donné mon pouvoir aux autres, mais j'ai laissé ma blonde. Parce que je suis tombée en amour avec ce gourou-là, moi, là. Hein? Je suis bien raide, là. J'aurais tout donné ma vie. J'en ai donné pendant 10 ans, beaucoup d'argent, surtout. J'ai eu toutes sortes de cours, de formations pour m'aimer, l'estime de soi, toutes sortes d'affaires. Bon. Finalement, j'ai quand même toujours eu un psychiatre dans ma vie. Le psychiatre, c'est le rétablissement dans la vie. C'est la médic, le rétablissement, mais ce n'est pas le rétablissement, c'est le traitement. Ce n'est pas le rétablissement. Mon psychiatre, pendant 20 ans, il m'a dit les 4 choses, toujours les mêmes. Il me disait toujours les mêmes affaires pendant 20 ans. Toujours. Je racontais n'importe quoi, il me disait tout le temps, qu'est-ce que cela vous fait ressentir? Fait que j'ai fait le tour de mes émotions. Et il me disait tout le temps, Madame Dupéré, vous avez un trouble majeur d'estime de vous. Pendant 20 ans, tu cognais sur le clou. C'est correct de cogner sur le clou, là, mais si tu ne me dis pas comment rétablir ça, tu vas cogner sur le clou encore pendant 20 ans. Là. Fait que les psychiatres, ils ont une limite sur l'aide qu'ils peuvent apporter, ils sont bons pour gérer mes crises quand je suis hospitalisée, mais pour ce qui est de me rétablir comme personne, c'est pas vers eux. Oui, c'est correct de dialoguer avec la médic, trouver les bons dosages, mais mon rétablissement ne vient pas d'eux nécessairement. Oui, que j'ai adhéré au trouble à un moment donné, mais il y a d'autres ressources que les hôpitaux, je vous le dis tout de suite. C'est nécessaire. Alors aussi, il me disait toujours aussi, comment il me disait ça? Mais encore. Je comptais dans affaire, mais encore. Ben, mais encore, j'ai été contente quand tu as pris sa retraite. Docteur Voisin? Non, on nommera pas de nom, s'il vous plaît. Non, on nommera pas de nom. Mais c'était un psychiatre qui me disait tout le temps, Madame Dupéré, faites confiance au système. Faites confiance au système. Ben, je vais vous dire une affaire. Ce psychiatre-là, là, quand il a eu la possibilité d'aller travailler au privé, c'est le premier qui a décollé. Oui, ça a eu une belle grâce dans ma vie. Ça m'a ouvert la porte sur une nouvelle psychiatre. Je l'appelle ma perle. Et c'est une perle. Parce qu'elle allait rentrer en dialogue avec moi. Elle m'a remis mon pouvoir entre les mains, tranquillement. Elle a géré mes crises. Parce que là, les crises, j'ai été hospitalisé combien de fois, là, les portes ouvertes, les portes fermées. Comment il appelle ça? Les portes tournantes. Les portes tournantes. Rentre puis sort, rentre puis sort. On donne un service d'hospitalisation, mais retourne chez vous, puis ça retourne avec ta médic. Il ne se passe pas grand-chose avec tes cruchons de pellules, là, je veux dire, pas se passer grand-chose là. Ceci dit, changement impossible, oser la vie. Ben, j'ai changé de psychiatre, c'est déjà une bonne chose, et retourner à mon rêve. En père aidance, on travaille sur l'autodétermination. De quoi tu rêves? C'est quoi ton élan de vie? C'est quoi ton aspiration? C'est d'aller rallumer ça. Tu as de l'espoir. Oui, tu es envahi par tes symptômes, mais ta vie, c'est pas tes symptômes. Il y a une étincelle de vie dedans de toi. C'est ça qu'il faut rallumer. Ben, comment j'ai rallumé ça? Ben, j'ai lâché mes vendeurs d'amour, mes vendeurs d'illusions. Qu'est-ce qui m'a aidé à me rétablir finalement? Ça a été de m'arrêter et de m'écouter, de faire le travail du dedans, de faire du silence, de me mettre à l'écoute. On peut parler de mon intuition profonde ou de ma voix intérieure. Mais oui, c'est réel, c'est des choses réelles. Pour me remettre en ordre. Si j'étais en désordre, c'est pas parce que fondamentalement ma nature c'est d'être en désordre. C'est que j'ai grandi dans le chaos peut-être aussi. Il y a eu beaucoup de chaos. Fait, pour se mettre en ordre, ben, faut prendre notre chaos. On n'a pas le choix. Ça fait partie de notre bagage. C'est à partir de notre chaos qu'on peut mettre de l'ordre.
Ceci dit, ben, faire de la place aux autres aussi. Important. Apprendre. Je suis allée quand même à l'université un petit peu. J'ai fait des programmes, mais le monde universitaire, c'est un monde d'intellectualisme. C'est pas nécessairement là que tu apprends comment je vais dire comme mot, à t'habiter pleinement comme personne. Mais je suis une bonne performance. J'ai fini mes programmes. Et souvent, c'est une façon de me raccrocher. Je sortais de l'hôpital, mais je m'accrochais, il faut que tu finisses ta session. Je finissais mes programmes. C'est une façon d'avoir un objectif, pas rester à ne rien faire quand même. Je pense que le pire quand tu as un trouble de santé mentale, c'est de cesser de faire des choses, de rester chez toi. Même les moments de grandes périodes de contraintes sévères à l'emploi, par exemple, pendant 8 ans, je faisais du bénévolat. Petit bénévolat, mais j'en faisais. C'était pas chez moi. Même si j'étais pauvre puis je vivais dans la précarité, je donnais là où je pouvais donner. Parce que j'avais à donner quelque chose. Ceci dit, ça, c'est l'étape du changement impossible. Ça, tu n'es plus trop dans le désespoir. Là, tu t'engages à changer. Qu'est-ce qui est à changer? Qu'est-ce qui est à changer? Vous savez, une psychose, là, c'est un amas de névrose. Quand tu rentres dans une psychose, tu es dans un monde de peur, mur à mur. Ce n'est que la peur. Tu deviens tout puissant. C'est comme un mécanisme de protection. Tu n'as plus de limites, tu manges plus, tu manges tout comme tu deviens comme une dimension toute puissante. Et, mais ça, c'est la peur qui fait ça. C'est la peur. Dans le fond, mon processus de rétablissement, ça a été de passer de la survie à la vie. Comment je suis devenue une vivante et puis une survivante. Plus dans mes histoires de famille, les traumas. On peut parler de traumatismes familiaux, là. J'y travaille encore. Ceci dit, je pense bien que c'est pour la vie, ça, là. Retour aux sources. Ben, j'ai fait un retour aux sources au Saguenay. J'ai appris le discernement spirituel. J'ai fait une petite formation de discernement spirituel. Notre réalité, elle est basée sur nos choix. Mais qui nous enseigne comment prendre des décisions? À quel moment on voit ça dans nos programmes? Ben, j'ai fait une formation de discernement spirituel. Ça m'a beaucoup aidé parce qu'à partir de là, j'ai commencé à faire des choix. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir du pouvoir sur ma vie. C'est à partir des choix que j'osais faire que j'assumais les conséquences de mes choix. C'était pas des choix inconscients, là. C'était des choix sentis. Oh mon Dieu! C'est quoi me rétablir? C'était de mettre beaucoup de lumière dans mon ombre. Beaucoup, beaucoup. Pour ça, ben, j'ai un travail spirituel de fond qui s'est fait. Il y a un travail de méditation, il y a un travail de pleine conscience. On peut le nommer de toutes sortes de façons. Mais sans cette force spirituelle-là, qui nous met en lumière tout mon chaos et mon désordre, ben, je serais plus là. J'aurais passé à l'acte, ça fait longtemps, là. Il y a une force de vie qui était plus grande, un appel à dire oui à la vie, plus grand qu'à m'autodétruire. Pas rester dans des schémas d'autodestruction et de vitam aeternam. À un moment donné, ça prend un basculement. Qu'est-ce qui a fait que j'ai basculé? Qu'est-ce qui a fait que j'ai basculé à un moment donné? C'était quoi un point déclencheur fort? La vie étant ce qu'elle est. J'ai quand même une mère, que j'en parle quand même, ma mère, dans mon livre, là. Pas facile comme relation. J'entends, là. Mais la vie étant ce qu'elle est tombée malade, toi. Cancer, puis bon. RPA, CHSLD, proche aidance pendant 13 ans. Ça m'a responsabilisé énormément. Ça m'a mis face à mes limites, mon trouble. Puis elle étant démente, vraiment, ça m'a fait voir l'autre côté de la médaille aussi. Alors, cette proche aidance-là, qui était difficile, on s'entend, mais qui m'a permis de vivre le plus beau de moi, m'a préparé à ma père aidance. C'est carrément ça, à devenir père aidante. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi père aidant,
Père aidant est engagé parce qu'il vit avec un enjeu de santé mentale grave et il intervient à travers son expérientiel dans les équipes, soit dans les CIUS, soit au communautaire, et à travers ce qui saisit de l'expérience, comme moi, aller aider quelqu'un à sortir de l'hôpital, ben, je pouvais le sentir en dedans, comment elle se sentait la personne. Il y avait comme une complicité facile là, pour accompagner la personne à rentrer chez elle et à faire face souvent à la réalité de la psychose qu'elle a vécue chez elle. C'est pas facile là, de revenir chez toi après. L'appartement n'est pas toujours en ordre. Il y a des traces. Hein, moi, je traversé les murs en plus. Fait que... on va laisser des messages, mettons. Ça, c'est dit, grosso modo, un autre point de bascule très important, une rencontre avec une psychiatre quand j'ai été hospitalisée en 2019, qui avait 2 étudiantes en médecine, 4e année, 2e année. Ils n'ont plus le temps de regarder là, cette personne-là, là, ça fait 33 ans là, qu'elle fait des portes tournantes. Il faudrait peut-être qu'on regarde qu'est-ce qui se passe là. Je ne sais pas si on pensé de même, c'est moi qui dis ça. Là. Mais finalement, après 33 ans, ils ont posé, imaginez-vous donc, un nouveau diagnostic. C'était mon 6e. Fait que là, j'ai eu droit à une nouvelle molécule. On va l'essayer. Et ça m'a vraiment bien servi. Et j'ai compris, je suis allée voir par la suite. C'est important de connaître notre trouble. Ça m'a permis d'aller voir c'est quoi les symptômes de ça, comment ça se vit ce trouble-là. Est-ce que c'est vrai que j'ai ça? Est-ce que j'ai vraiment vécu ça? Ça m'a permis de dire oui, c'est ça. D'un coup, tu le sais, c'est déjà libérateur. Si tu le sais pas, puis que tu luttes des années contre quelque chose qui n'est même pas encore diagnostiqué, ça devient long, 33 ans. Hein? C'est pas un calvaire, ça, 33 ans. Hein? En tout cas, bref, je reviens ici. On ne perd pas le fil, je garde le fil. Ben oui, mais ma maladie physique, elle a évolué encore. Hein? À 19 ans, le médecin me dit, il dit, j'ai jamais vu ça. Il dit, vous avez l'état d'une personne de 60 ans qui a roulé. Mais c'est le stress en dessous de ça. J'étais dans un milieu hyper stressant. À 19 ans, mon corps, il était scrap, là. Fait que, il n'est plus scrap, aujourd'hui. Il a pris du poil de la bête. Hein? Il s'est mis à danser. C'est ça, moi, mon chemin actuellement. Je danse. Ça m'ancre beaucoup. Ça m'incarne beaucoup. Fait que je trouve une sécurité intérieure. Tu sais, on s'accroche à toutes sortes de sécurité extérieure, mais c'est jamais une sécurité extérieure, on me donne celle du dedans. Il ne faut pas la construire avec l'extérieur. Il faut qu'elle vienne du dedans. Qu'est-ce que je dis d'autre? Mes effondrements, mes relèvements. Ben oui. Je me suis effondré une bonne quinzaine de fois, là. Mais je me suis relevé une bonne quinzaine de fois aussi, avec les forces que j'avais pour me relever. Et de continuer de croire que j'avais une vie devant moi, je peux dire de même, mais une vie satisfaisante. Tu sais, la vie, c'est pas d'être hospitalisé aux 2 ans, là. Mon désir, et mon Dieu, mon désir. C'est ça, en parallèle, on travaille avec beaucoup le désir, hein? La force du désir. On est tous construits, on est tous nés du désir ici. Là. Fait que, pas minimiser. J'avais le rêve d'être écrivaine. Je l'ai-tu caressé longtemps, ce rêve-là? J'ai fait une maîtrise en création littéraire. J'ai écrit dans l'ombre. J'ai écrit dans l'ombre. C'est le premier que j'amène à la lumière. C'est le premier que j'amène à la lumière. Caroline, c'est le temps que je sorte de l'ombre. Caroline. Ceci dit, ça s'est pas fait tout seul. Hein? J'ai eu comme tout ce qu'il fallait sur mon chemin pour vous le présenter ce soir. Bon, ça, c'était l'étape de s'engager. Fait que là, moi, je suis un processus d'engagement à changer. Ça prend un oui. Maintenant, il faut que tu dises oui. Tu crois en toi. En paraidance, le premier élément pour aider un père, il faut que tu crois en lui. Si tu ne crois pas qu'il peut s'améliorer dans sa vie,
ou aller chercher ses forces pour avancer, ou reconstruire son estime de soi, tu ne pourras pas l'aider. C'est la même chose pour nous. Si on ne croit pas en nous, comment veux-tu avancer, toi? Mais des fois, il y a des gens qui nous poussent un petit peu à avancer. Ils nous mettent des tables. Pas ça. Fait que là, on va rentrer bientôt dans la phase. Là, je suis dans partager la table. Là. J'ai pas mal dit un petit peu qu'est-ce qui était un petit peu le parcours en lui-même d'hospitalisation, de soins. Toutes les approches alternatives que j'ai faites pour me reconstruire, ben, il y en a eu. Une majeure, c'était l'évangélisation la libération des profondeurs avec Simone Paco. J'ai toujours eu des accompagnants spirituels aussi. J'ai eu des intervenants, mais j'ai aussi des accompagnants spirituels qui ont été importants dans ma vie. Ils le sont encore. Sinon, qu'est-ce qui est essentiel de communiquer pour le moment? Ça, c'est grosso modo, c'est comme la trame de fond du vécu. C'est sûr que je nomme pas tout, là. Mais je vais en nommer un petit peu plus tantôt. Je considère les éléments un petit peu plus importants. Partager la terre. On est rendu là. Là, j'ai mis la terre. Vous savez que j'ai un vécu. Tout ça. Relançons aussi. Écoute, tous les départements au moins 2 fois. A, B, C, CO, soins intensifs. Faites le tour, là. Relance aussi. Ça n'existe même plus. Terminé. L'hôpital de Chicoutimi, les départements, là, Saint-Joseph, ça n'existe plus. C'est rendu le D9. Là, tu as les soins intensifs d'un bord, CO de bord. Faites ça plusieurs fois aussi, puis le D7 aussi. Mais je pense que j'ai fait le tour des hôpitaux. Je suis rendu ailleurs. On dit nous autres à soir. Comment tout pesant. Ceci dit, partagez la table, mon rétablissement. De quoi je vous parle? Je tiens à redire qu'il existe un chemin de rétablissement en 5 étapes. Voilà. C'est pas vrai on doit être institutionnalisé, là, puis rester chez nous. Quand je suis arrivée à la QRP, pas longtemps, finalement, m'ont fait travailler des outils. Mais moi, j'aime ça, j'aime travailler ma créativité. Parce que tant que tu travailles ta créativité à produire une toile, un livre, des outils, peu importe, tu n'es pas en train de te détruire. Tu es dans un mouvement créateur, tu es dans un mouvement de vie. Peu importe ce qui est votre don à vous. J'ai créé des outils. Ça, il y en a qui sont inspirés, vous allez les reconnaître. Celui-là, c'est les 5 étapes avec moi, dans le fond, le fondement de mon rétablissement, qu'est-ce qui fait qu'une personne se rétablit? C'est quoi l'énergie que ça y prend? C'est quoi l'énergie que ça y prend? De vie. La volonté, le désir, l'espoir. L'espoir. Ça y prend de l'amour. Ah oui. Ça prend beaucoup d'amour de soi. Pour croire en soi, oser ses désirs, ça prend d'estime de soi. Fait que moi, j'ai développé les 5 essences, dans le fond, sur chaque étape. Comme la première, l'impact du diagnostic. Bien, se connaître dans notre diagnostic, c'est important. C'est sûr qu'on va le dénier. Moi, j'avais mes petites affaires, mes couchons de pilules, là. J'enlevais tous les stickers. Je voulais pas que le monde voie ce que je prenais. Ben, je vivais tout seul. Qui c'est qui allait voir ça? C'est de l'autostigmatisation. À cette heure, les stickers, ils restent là. Même. Mon propriétaire, il a tout fait tomber l'autre jour. Il dit, j'ai tout fait tomber tes pilules. Ben, moi, il a ramassé, tu sais. En tout cas. Bref, se connaître. Première étape, on n'est plus dans le déni à ce moment-là. Puis c'est important de connaître notre trouble aussi, d'aller voir. C'est très documenté, c'est accessible. C'est-tu vrai, moi, que j'ai tendance à ne pas m'estimer pour avoir un sentiment d'échec? Je vais vous dire, je l'ai eu longtemps. Sentiment d'échec, de ne pas réussir à me rétablir, par tomber tout le temps. Sentiment d'échec. Ça fait partie de mes symptômes. Aujourd'hui, je parle plus de mes symptômes que de mon trouble. C'est plus ça qui est important. Gérer mes symptômes. Tu le connais, puis tu prends ta médic, c'est correct. Mais après, la gestion des symptômes, l'anxiété. Comment je gère mon anxiété?
partie de mes symptômes. Connaître nos symptômes. Puis quand on les connaît, on s'aperçoit qu'il y en a plein d'autres qui le vivent. Fait que c'est plaisant, ça ouvre les discussions. Je me valorise. La vie est limitée. Tu sais, quand on est dans le désespoir, on ne vaut plus grand-chose. Qu'est-ce qui fait qu'on vient dans le désespoir? C'est qu'on sent qu'on n'est rien, qu'on n'a pas de valeur, que peu importe ce qu'on va faire, ma vie, ça va être de la merde. T'es programmé de même, t'es une merde. C'est ça que t'es une merde. Fait que tu te vis comme si t'étais une merde. Je m'excuse de mon niveau de langage. Mais c'était ça quand même. J'ai longtemps cru que j'avais pas de valeur. Fait que je me reconstruire dans mon estime, me valoriser, c'est encore aujourd'hui présent, mais je sombre plus dans une espèce de négativisme comme dans les années d'avant. Puis je défais mon langage interne négatif que j'ai intériorisé. Il était très violent. Grosse crise de torche, torche-toi de là, ma calice. Moi, j'ai beaucoup été là-dedans, là. Fait que ce langage violent-là, sur de la grossophobie, entre autres, beaucoup, puis dans mon livre aussi sur mon orientation sexuelle, l'homophobie, il y en a aussi que j'en ai vécu, mais c'est toujours les mêmes, hein, Puis des intimidateurs, je tiens à dire, je vais le dire, je peux le dire maintenant, c'est dans mon livre, ça a éclaté, là, ça a éclaté dans ma famille aussi. Des intimidateurs, c'est pas des gens extérieurs toujours à nos familles. Ça se passe à l'intérieur des familles, des fois. La personne qui nous violente le plus, ça peut être un frère ou une sœur. Fait que ça, on garde ça des fois longtemps dans notre corps. Tout s'inscrit dans notre corps. Nos émotions, ce qu'on foule, ça reste là. C'est content que tu le libères, tu le conscientises. Fait que, ben voilà. Je suis rendue là. Je suis rendue à vous partager mon estime de soi. Elle était à moins 1000. Mon psychiatre il aurait dû me le dire pendant 20 ans, mais elle n'est plus là, à moins 1000. Faites un petit bond. Je m'accepte. Le changement est possible. Qu'est-ce que j'ai écrit là-dessus? Je m'accepte. S'accepter dans sa spécificité pour voir avec clarté, se comprendre. Quand tu vis avec un trouble de santé mentale, te comprendre, là, dans ta clarté, c'est pas toujours là. Des fois, on est un petit peu dans la confusion. Il faut s'accepter dans nos symptômes par moment. Puis, se faire suffisamment confiance que savoir qu'on va le surmonter, ce moment-là. C'est un moment à passer. Ça ne dure pas. C'est pas obligé de durer une vie, là. Hein? Une confusion, c'est pas obligé de rester là et de vitam aeternam. On peut faire la lumière. On a un certain pouvoir. L'autre, c'est « je me fais confiance ». Seigneur, je me fais confiance. Ben oui, l'engagement a changé. C'est quoi s'engager? C'est quoi s'engager? C'est dire oui. L'engagement, ça veut dire oui. Je dis oui à Sonia. Je m'engage avec elle. Mais quoi? Ben, je suis venue à Montréal. Je suis venue à Montréal. Je m'engage à prendre l'autobus, à venir ici, à partager, à révéler, parce que l'aide que je peux apporter par mon vécu, ben, pour moi, ça a fait une différence, rencontrer. La première fois que j'ai rencontré un père aidant, ça a fait une énorme différence. Quelqu'un qui était capable de me parler librement, sans jugement, dans un café, sur la rue Racine, des psychoses qu'il a faites. À Chicoutimi. Ben, peu importe ce qu'ils ont fait, moi, je l'ai rencontré dans un café. À Chicoutimi? Oui. OK. Parce qu'on a des pères aidants, au Saguenay, on en a 7. Fait que ça a comme fait... Ben, écoute, non, fais pas donc toi-même. Arrête de te cacher. C'est ça qui est dur en santé mentale. On cache nos troubles. Mais là, des employeurs à qui j'ai pu dire je vis avec un trouble de santé mentale, je suis un qui m'engageait pour ça. Des autres, là, tu passes une entrevue, tu lui dis pas que tu as un trouble de santé mentale. Fait que depuis que je peux être moi-même, ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. J'ai plus le stigma oppressant de me cacher. Je n'ai peur de dévoiler. Hein? C'est un peu ce que je fais.
Les actions pour changer. Ben oui, changement, ça vient avec des actions qu'on a choisies, les directions qu'on prend. On a un pouvoir d'action, de se mettre en action. Mais ce que j'ai le goût de vous dire, c'est qu'on n'a pas le pouvoir sur tout, hein? Fait qu'il y a la vie aussi. Bon, on peut appeler ça la vie, on peut appeler ça de bien des façons, mais il y a une collaboration avec la vie. On n'est pas des tout-puissants, on n'est pas des tout-contrôlants, de rester souple et être à l'écoute de ce qui est réel. Moi, c'était de me ramener dans le réel. Qu'est-ce qui est réel? On parle du moment présent. C'est ça notre réalité. Fait que c'est tout un parcours se rétablir en santé mentale. Mais ça porte des fruits. Fait que ça, c'était pour un petit outil pour me rétablir l'amour propre en 5 essences. Retenez que votre force de rétablissement, elle réside dans l'amour que vous êtes. Vous êtes amour. Arrêtez de chercher à l'extérieur de vous. L'amour, c'est ce que vous êtes. C'est votre identité. Je suis amour. Ça, c'est dit. Là, j'ai comme parlé un petit peu de... Faut que je perde la carte. Oh mon Dieu. Oui, ben c'est ça. C'est pour chaque étape, je vais relater une expérience. Je ne peux pas tout vous dire. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime à raconter ses psychoses. Je trouve que ça, moi, ça ne me sert pas. Ça ne me sert pas. Déjà, de les avoir vécu, c'est assez, là. Je me connais. Bon, j'ai remarqué mon tyran, mon langage intérieur, mon critique intérieur, j'en ai parlé. Se séparer de soi. Tu sais, un tas psychotique, c'est une dissociation avec soi. C'est vraiment une coupure. C'est violent de se séparer de soi, là. Se violenter, je l'ai marqué. Un reflet dans la porte. Je vais vous la conter, le reflet dans la porte. Je ne l'ai pas raconté souvent. Pour ceux qui connaissent Roland Saucier, il y avait des portes vitrées à Roland Saucier. C'était des portes vitrées. Puis j'ai été hospitalisée, je suis arrivée au CO, ils m'ont mis ma belle, c'est une jaquette bleue pâle. Jaquette bleue pâle. Et là, c'est le soir, fait que je ne vois pas dehors, mais les lumières sont allumées, mais je vois les reflets. Mais là, je suis à une bonne distance. Je suis vraiment une bonne distance. Mais là, je la vois, la Sonia en jaquette bleue, là, dans la porte, elle me reflète mon reflet. Là, ça fait plusieurs fois que j'emporte des petites jaquettes bleues, fait que je ne suis pas de bonne humeur, là. Je la supporte pas. Pas ouais. Fait que je fais ni un ni deux. Je pars à la course et je fonce dans la porte. Je ne voulais, c'est une violence faite à soi, on s'entend. Et je comprends par la suite, je me suis posé la question, comment ça se fait que j'étais autant violente envers moi, sur mon image, sur ce que je rejetais de moi, me méprisais. Ça a des racines. Ça a des racines. Aujourd'hui, je les comprends, j'en parle plus, je les nomme d'une violence que j'ai subie dans l'enfance. Mais c'est difficile. Je fais attention à ce que je dis parce que ces personnes-là sont encore vivantes. Il faut que je fasse attention. Ils ont tendance à être blessés un peu quand j'en parle. J'en parlerai plus. Ceci dit, il y avait une violence intériorisée qui s'est manifestée. Et le lendemain, vu que j'étais au CO, tu te ramasses autour d'une table, mais il y a genre 20 intervenants qui te posent la question, pourquoi vous avez foncé dans la porte? Ben, tu le dis. Je n'ai pas supporté de me voir dans le reflet. Je me suis foncé dedans. Ça a l'air fou, là, quelqu'un qui fonce une porte, mais en dessous de ça, il y a une souffrance, là. Moi, c'est exprimé comme ça. Je suis rendue l'autre, j'avais parlé de « je me valorise ». Je vais vous raconter une petite affaire. Un petit crunchy. Hey, faut que je m'enligne, là. Je regarde l'heure. Je me valorise. Regarde sur ce que je ne suis pas assez. Faire fondre la honte par un regard d'amour. La honte, hein? Quand on a honte, qu'est-ce qu'on fait? On se cache. On est gêné. Entre imaginaire et réalité, fuir quand la fuite n'est pas possible. Oh mon Dieu. Faut la compter, celle-là. C'est pas facile. À l'hôpital de Chicoutimi, ils ont fait des rénovations, comme probablement dans tous les hôpitaux. Mais là, tu es hospitalisé, ils veulent t'envoyer sur le département d'urgence psychiatrique, mais ils sont dans des travaux. Mais toi, tu n'es plus là, tu es en psychose. Fait que là, ils te mettent comme une petite place, là, qui n'est pas un endroit pour quelqu'un qui est en psychose, c'est clair.
Mais c'est plein de films, puis c'est plein d'affaires. Je ne sais pas si c'est pour accoucher du monde, je ne sais pas. Mais moi, je me mets à penser qu'ils vont faire des expériences avec moi. Là, j'ai l'angoisse qui monte, l'angoisse. Puis là, je suis dans le top de l'angoisse et je veux m'en aller de là. Je ne veux que sortir de cette petite pièce-là. Fait que je m'enligne. Quand je m'enligne, je m'enligne m'en aller à la course. Il y a des agents de sécurité. Ils m'ont vu m'enligner. Ils se sont enlignés sur moi aussi. Ils m'ont fait une projection au sol, clé de bras, clé de pied, paf, sur le terrazzo. Ça sonne fort. Mais quand tu as le corps magané d'arthrite et d'arthrose, puis tu t'assommes de même, ça te prend des années de dire d'ostéo, de masso, de chiro, de tout ce que tu veux, mais ça m'a coûté cher, cette prise-là. Je l'ai encore. Tu sais, des fois, j'arrête de raconter, ça tu m'énerve. Mais je suis restée bleue. Puis ils m'ont transféré un associé, ils m'ont transféré là. Ça leur a pris 2 jours réaliser que j'avais le bras bleu, puis de faire venir un médecin voir s'il n'était pas cassé. C'est ça, la psychiatrie. C'est pas du... Fait que, bon, c'est ça, la psychiatrie. On vit toutes sortes d'affaires là-dedans. Ceci dit, j'ai de la misère avec les agents de sécurité quand je vais à l'hôpital. Je les trosse pas. Le maudit botte noire, là, tu sais, un coup de botte noire, c'est chez cheville, ça fait mal. Faut le dire. Je porte des orthèses, d'ailleurs, aujourd'hui. Hein? Tu portes des orthèses? Mal aux chevilles. Bon, je m'accepte. Coupure identitaire, délirée ou se délier. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi qu'on délie? Parce qu'on veut se délier de quelque chose. C'est un chemin que ton cerveau prend. Parce qu'il y a une souffrance qui est tellement intense qu'il faut que tu trouves un chemin. Et c'est un chemin délié. C'est une façon de se délier. J'ai mon propre espace. Oh mon Dieu, ça. Les mains sur avec maman. Quand on arrive au D9, ça, c'est les soins intensifs. Ils te dépersonnalisent. C'est-à-dire que tu n'as plus le droit de tes vêtements. Tu as les vêtements avec D9 là, partout. Propriété de l'hôpital. Ça, c'est dépersonnalisant. Puis, en plus, ça, c'est un coche de plus, tu ne peux pas te laver tout seul. Ça prend l'infirmière, puis sa stagiaire pour te donner un bain. C'est gênant. J'ai pas tellement aimé ça. Fait que je m'accepte, là, me dire, j'avais d'affaires à m'accepter. J'avais d'affaires à m'accepter. Fait que j'ai passé au travail. Je me fais confiance. Inconditionnellement, non possédé. Oui, c'est ça. Je ne suis pas coupable de vivre avec un trouble et mes héritages familiaux. Ben oui, mes héritages familiaux. Ma mère n'est pas venue me voir. J'ai peut-être hospitalisé 15 fois. Ma mère n'en venait pas. Elle est venue une fois. Et j'ai refusé de la voir. J'étais pas dans l'état de l'accueillir, puis je ne fais pas suffisamment confiance qu'elle ne venait pas venir m'attaquer. J'ai refusé. Fait que, ben voilà. C'est une confession que je vous fais, un aveu, c'est quoi? C'est une façon de me protéger, je ne sais pas. Mais c'est ça la vie, hein? Les proches, j'écrirai pas de livre, c'est proches, je vous dis tout de suite. Je me respecte du jeu au nous, l'oppression des non-dits et interdits, des abus. Ah, ben oui. Moi, j'ai grandi dans un milieu où il y avait un secret de famille que j'ai révélé au grand jour. J'ai appris à nommer, à dire, à m'exprimer au théâtre, en littérature. Il fallait que je dise des choses. Et j'étais dans une famille où il y avait des abus sexuels. Et ces abus sexuels-là ont fait que moi, j'étais toujours dans des situations d'abus dans ma vie. Moi, ça fait que t'es toujours abusé. Moi, ça fait que t'es toujours abusé. Il a fallu que j'aille creuser ça pour finalement déterrer le secret de famille d'un abuseur sexuel qui était mon père, qui est plus en vie, fait que j'ai pas de misère à le nommer, là, dans sa pédophilie. Ben, les abus sexuels, là, je vous annonce rien de nouveau, là. Il y en a dans un département psychiatrique. Oh mon Dieu, j'en doute. Moi, j'ai été abusée sexuellement
quand je suis arrivée dans une chambre complètement disjonctée, hyper médicamentée. La première nuit, j'ai été agressée sexuellement dans mon lit. Fait que on en vit des choses en psychiatrie aussi. C'est pas vrai que c'est des milieux de santé tout le temps, là. C'est des milieux humains. Puis ça fait partie de mon histoire. Je ne peux pas l'enlever. Mais j'ai écrit ça dans Je me respecte. Je me respecte. Je me respecte. Et je suis respectée ici. Il nous reste un petit peu de temps. On s'en va vers tranquillement d'un pas à l'autre. J'appelle ça d'un pas à l'autre. Vous savez que c'est inspiré de quelque chose que vous connaissez, là, les zones, les fameuses zones à dépasser pour avancer dans la vie. J'appelle ça d'un pas à l'autre, ma terre intérieure en rétablissement. Un pas à l'autre. Qu'est-ce qui est à rétablir? Avant de rétablir à l'extérieur, il faut rétablir à l'intérieur. Puis quand je suis arrivée à la QRP, c'était comme un nouveau vent. Ils m'ont permis de produire des choses comme ça, de réfléchir du moins au parcours de rétablissement. Puis, bon, la fameuse zone de peur. J'ai eu ma première voiture, 56 ans. Pourquoi je l'ai achetée? Je voulais faire de la paraidance, aller à domicile, Je n'avais jamais conduit. Fait que j'ai surmonté toutes mes anxiétés, mes peurs à travers ma paraidance. Ma voiture, mes pères ont participé à ça à fond de train. Et la première fois que j'ai traversé le parc des Laurentides, c'était pour aller à Québec, à la QRP. Fait que ma paraidance m'a beaucoup amené à me dépasser au niveau des peurs, pas rester dans ma petite zone de mes limitations, de mes symptômes. Facile de gérer mes symptômes au Saguenay des fois. Se remettre en question, s'ouvrir, ça prend un but, hein? Et pour la paraidance, j'ai réfléchi, c'est quoi le but pour la paraidance? C'est quoi mon but? D'être fière de moi, d'avoir de la gratitude, d'être capable d'être ouverte à la vie. Fait que je l'ai inscrit, vivre ses rêves, jouir de la vie. Ça veut dire quoi, jouir de la vie? Ça veut dire être en santé. Les gens qui ne jouissent pas de la vie ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas en santé. Puis c'est ça, des fois, se rétablir, c'est de jouir de petites choses au quotidien. Là, oups! Notre cerveau s'habitue à jouir de la vie. Il faut le reconditionner. Normaliser ses peurs, je ne fais que ça. Normaliser ses peurs. Ben oui, ça prend du dépassement, des apprentissages pour changer de vie. Il faut accepter d'apprendre. Moi, je suis en télétravail maintenant. J'apprends toutes sortes d'affaires. Teams, Zoom, ces affaires-là. Hein? Fanny, on communique par... hein? Bon. Regarde, aujourd'hui, il y a du monde à l'écran, là. J'en ai du dépassement. Hein? Fait que tout ça pour dire que c'est pas miraculé, c'est pas un miracle, le rétablissement, mais où on en est, la psychiatrie a beaucoup évolué, les services évoluent. Fait qu'il y a beaucoup plus de possibilités que si je recule là, 40 ans aujourd'hui. Puis c'est beaucoup plus ouvert, le discours n'est pas le même. On n'est pas des institutionnalisés, des hyper-médicamentés. Je ne prends plus 18 pilules par jour, je vous le dis, là. Je ne suis plus là-dedans. Fait que sinon, ne pas prendre de risques. C'est quoi en santé mentale? Se cacher, s'isoler. Comment vivent les gens dans l'isolement avec le trouble, s'enfermer. C'est notre discours intérieur qui nous freine. On reste victime, puis on s'auto beaucoup stigmatise. Moi, je le dis, j'ai bien plus souffert de mon auto-stigmatisation, du regard social, que de mon trouble. Tu veux mettre en question, s'ouvrir, ressentir, je goûte, je sens, ben oui. Apprivoiser son ombre. On a tous une partie d'ombre.
Et quand elle nous empêche de vivre, ça, c'est une autre affaire. Fait que l'apprivoiser, ça s'apprivoise, ça s'accueille sans jugement. Un nombre. Ça a toutes sortes de mots, un nombre. Mais c'est de s'en servir. Cette source d'insatisfaction-là en nous, c'est de s'en servir pour créer. C'est quoi qui est insatisfaisant dans ma vie, là? Qu'est-ce que j'ai besoin de créer à partir de ce lieu-là? Bon, ça, normaliser mes peurs, là, je l'ai parlé. Peur du manque. Hey, peur du manque. Peur de l'abandon. Peur de l'abandon. Mais j'ai vécu un traumatisme important. Ça, je n'ai pas parlé. 13 ans, j'ai vraiment vécu un traumatisme. On ne parle pas d'un traumatisme, on parle d'un trauma. La différence, c'est que le traumatisme ne va pas nécessairement impliquer la mort. Tandis qu'un trauma, ça implique la mort. Fait que c'est la vie qui est touchée. J'ai un trauma à 13 ans. Fait que les effondrements, les morts subites, les ruptures brutales, ben moi, je me suis effondrée souvent. À cause de toujours ça qui me revenait à l'esprit. On traîne ça longtemps, tout le monde. On a perdu quelqu'un d'important. Oui. OK, à 13 ans. Okay. Oui, les circonstances, oui. Ils montent devant moi. Oh mon Dieu, Seigneur. Mon Dieu Seigneur, oui, je veux bien l'évoquer, celui-là. Apprendre. Ben oui, apprendre dans notre foi. Apprendre, il vient nous enseigner à devenir qui on est. Notre trou. Et pas aujourd'hui, moi, je considère qu'il n'est plus contre moi. Il est une source de transmission. Aujourd'hui. Mais il a fallu que je passe au travail, comme on dit, là. Mais qu'est-ce qui a fait une grande différence? C'est la père aidance qui est arrivée. La père aidance m'a donné un modèle de rétablissement. Ah, il était temps, là. Il n'y a jamais un psychiatre qui m'a parlé de rétablissement, là. Ben, c'est le temps qu'on se dise que ça existe, le rétablissement en santé mentale. Oui, ça prend des intervenants. Oui, ça prend des modèles, ça prend de la stimulation, de l'espoir, mais ça existe. Ça existe, vraiment. Puis c'est quoi le rétablissement pour chacun, tu sais? De travailler. De voir, moi, je considère que le travail, ça devrait être la santé. Avoir des conditions de travail qui fait que tu es bien. C'est quoi un rétablissement, finalement? Il y en a pour qui c'est avoir moins de voix. Tu sais, il y en a là, qui vont vivre avec 50 voix, puis se rétablir, c'est d'apprendre à vivre avec 3. Ou d'apprendre à vivre avec mes voix, d'avoir une vie. Il y en a pour qui juste gérer le quotidien, manger, s'habiller, avoir des petits buts sociaux, pas rester dans mon appartement toute la semaine. C'est déjà du rétablissement. Se mettre en mouvement, se mettre à danser, faire du yoga. Aller vers les autres. C'est sûr que c'est des pas à faire, mais je ne crois pas qu'on puisse se rétablir tout seul. Ça n'existe pas. Tu sais, les autos, peut-être même longtemps, moi, l'auto-guérisseuse, là, l'auto dans tout, là, ben, ça fera l'auto dans tout. On a quand même besoin des autres, là. L'autosuffisance, c'est pas le best, là. Moi, je continue de dire. Non, mais la voie du rétablissement, c'est l'autonomie. C'est ça qu'on vise, l'autonomie, être responsable, être son propre nom. Autonome. C'est ça. On continue? Ça gère. 5 minutes. Je m'en vais vers une conclusion. Fait que voilà, ça c'était pour l'outil de travailler cette terre intérieure que vous connaissez, sortir de notre zone de confort, traverser nos peurs, apprendre, accepter d'apprendre les uns des autres. Et puis, ben, ça prend des objectifs. Ça prend des objectifs. Puis moi, un de mes objectifs, je ne sais plus trop ce que je m'en vais avec, mais je suis conscient, je dis oui. Je vais vous parler d'un outil que j'ai eu en intervention. J'ai accompagné des pères, l'approche par les forces. Aller stimuler les forces. Si tu veux atteindre des objectifs, ça te prend des forces. Si tu penses que tu n'as pas de force, tu n'avanceras pas dans grand-chose. Fait que moi, après plusieurs rencontres, je disais à la personne, tu as des forces, j'ai des forces. Je vais te compter mes forces. La douceur. Petite douceur, je les ai vues. Hein?
La simplicité. Simplifier les choses, pas complexifier. C'est une de mes forces. Je suis amusée, là, à peinturer ça, moi. L'espérance. C'est quoi la différence entre l'espérance et l'espoir? L'espoir, c'est l'art de savoir attendre ce qu'on désire. Mais l'espérance, il y a une dimension invisible, spirituelle. On espère avec l'invisible. Harmonie. Harmonie, ben des fois, je vis des conflits. Je vous le dis, là, je vis des conflits. J'essaie des résolutions de conflits, je commence à avoir un petit peu plus d'expérience. Mais je pense qu'une vie sans conflit, ça n'existe pas pour personne. Être capable de s'en parler de façon constructive, puis c'est quoi, comment on peut... Mais des fois, on est tellement dans l'émotion. Moi, quand je suis dans le colère, je suis à fond dans la colère. J'ai des émotions exacerbées. Quand je suis dans la joie, je suis dans la joie, puis bon, tout. Quand je suis sereine, je suis sereine. La sérénité, on connaît, hein, une belle prière associée à ça. La compassion, l'autocompassion, la santé mentale. C'est un beau revirement de la donne. D'être capable de s'associer à tout. Bon, il y a toutes ces personnes-là qui vivent ça de la même façon que toi qui souffres demain. Alors, on a de la compassion ensemble pour soi, pour les autres. Puis on reste bienveillant. Ça adoucit. Puis quand tu es dans la compassion, tu ne peux pas être dans la compassion et te juger en même temps. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Fait qu'au terme de ça, je lui disais, toi, t'en as-tu une force là-dedans? Là, il disait, ah oui, je suis douce, je décolle. Fait que tu les décolles sur des forces. C'est ça qu'on a besoin de voir, qu'on a des forces. On n'a pas besoin qu'on nous dise qu'on n'a pas d'estime de nous autres. On le sait. Surtout pas pendant 20 ans. J'arrive au point crucial. Oh mon Dieu, être ce témoin. De quoi ça parle, cette affaire-là? Ça parle de s'inspirant du réel, déjà, s'inspirant du réel. Quand j'ai commencé à l'écrire, je ne savais pas ce que j'allais écrire. J'ai commencé à écrire, j'ai laissé venir. Qu'est-ce qui va se mettre en place? Je m'inspirais du réel. Celle qui a écrit refuse d'être l'instrument d'autrui. Moi, j'ai été sous l'emprise d'une mère, hein, emprise pervers de ma mère. J'ai été sous l'emprise de plusieurs personnes. Sortir des soumissions, c'était un long trajet pour moi de m'affirmer et de sortir des formes d'emprise. Fait que j'en ai écrit presque un livre. Et, retrouver notre liberté intérieure vraie, notre vraie liberté d'être qui on est, c'est ça l'épanouissement, je pense. Qu'est-ce qui nous permet d'être épanouis? C'est d'être qui on est, me semble. Pour sortir du silence, elle s'exprime pleinement, libérée de toute culpabilité. Tout, c'est fort. Toi, pas sûr à soi. Certaines culpabilités. Culpabilité, je pense, c'est un grand frein là, en santé mentale. Son goût de vivre renaît à travers sa proche aidance, avec ma mère, c'est curieusement, auprès de sa mère, et son désir amoureux pour sa muse. Moi, toujours une muse, moi, que j'aime quelque part. Obsédée par ma muse, qui n'est plus d'ailleurs, tu n'es plus ma muse. L'ouvrant à la rencontre de soi et des autres, sa paire aidance en santé mentale devient une bénédiction. Vraiment, c'était une bénédiction, une rencontre avec les humains. En relation, de nouveaux attachements créent des liens autour de la tablée en mouvement. La table est importante pour moi. J'ai été élevée par un homme qui faisait... on avait une entreprise de banquet chez nous. J'ai grandi en servant plein de monde, là. Fait que la table est importante. Partager et servir la table répond à l'appel du mieux vivre ensemble, la parole au service de la transformation. Ouais, c'est une prise de parole. Voilà une voie vers dignité retrouvée. Dignité retrouvée. Je suis digne. Digne. Mais c'est ça, je l'avais perdu, ma dignité. Je l'avais perdu. Fait que, voilà, c'est disponible, ce livre-là. Je ne sais pas à quoi ça va m'ouvrir. Les lecteurs. Oui. Hein? Les lectrices. Pourquoi pas? Mais c'est toujours une aspiration à être en relation. Puis pour moi, c'est
aujourd'hui, je me définis pleinement comme une aidante, proche aidante, aidante, père aidante, agent de soutien. Mon bonheur, c'est de pouvoir participer au rétablissement, participer au... plus que des fois le rétablissement, des fois c'est de la prise de conscience, c'est du chemin qu'on fait ensemble. Fait que le livre il était fait, donné pour ça. Avant, je me suis assurée, j'ai fait lire, est-ce que ça peut aider des personnes? Est-ce que ça peut aider des personnes? C'est tout ce que je voulais savoir. Je ne veux pas devenir une vedette. C'est pas le but. C'est que les gens puissent s'en inspirer pour passer à l'action dans leur vie puis réaliser ce pourquoi ils sont faits. On est fait pour vivre nos dons. On est venu pour contribuer à quelque chose. Fait que c'est ça que j'ai le goût, moi, de partager avec ce livre-là. En guise de conclusion finale, où en suis-je donc? Je me suis interrogée un petit peu. Parce que dans mon parcours, la quête identitaire, non-binaire, binaire, lesbienne, pas lesbienne, toutes ces affaires-là, là, j'ai cherché beaucoup. Et je me définis comment aujourd'hui? Femme, arc-en-ciel. Ah, c'est bien cute. Bon, alors, écoute, femme arc-en-ciel, c'est beau? Oui. Ça vient pas de moi. Oh non. Non, mais je me suis comme mis dans le cœur. Je me connais. Qu'est-ce que j'écrivais? Je suis une femme libre, c'est vrai de plus en plus, libérée des oppressions faites pour me museler en tant que femme. Bon, humiliation. Je recherche de moins en moins l'approbation. Je crée. Je me valorise. Je suis une femme d'intériorité riche. Je suis inspirée et inspiratrice, autrice. J'ai le courage d'oser réaliser mon don. Pas du courage. J'accepte d'être dans ce monde en communication, connexion, communion, bon, avec l'invisible, présence. J'accepte mon vécu, mes expériences, mes apprentissages, mes visées et la découverte. Encore. Je me fais confiance en mes intuitions, mes choix, mes décisions, dans les opportunités qui sont les miennes. J'avance dans la guérison de ma fille intérieure. Oh, la fille intérieure. Tellement sacrée, ça. Bien qu'on n'en voulait pas de fille. Hein? Pas comment ça a été, vous autres. Moi, là, pas question d'avoir mettre une fille au monde. Là. Ah là là. En tout cas, c'est une autre histoire. On touche à la vraie question. J'accueille ce qui prend du temps à guérir en moi. Des choses qui prennent du temps à guérir. Je m'autorise à recevoir l'amour, la tendresse, partager. Je m'autorise, mais oui, il m'arrive. La partenaire de partage de vie qui est pour la femme de vérité que je suis honnête. C'est ça. Grosso modo, ben voilà où j'en suis avec vous. Je me dépatriarcalise. Enfin! Non, c'était le temps. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Les outils que tu as, tu sais, Les avoir. les graphiques. Oui, ben, Non, mais est-ce qu'ils sont en ligne quelque part? oui, bien ça, c'est une bonne question. Sûrement que le tableau du processus de rétablissement est disponible. Hein, ça, c'est sûrement. Ça, c'est des outils qui vont être mis sur le site de la QRP. Je suis en train de monter un portail pour les pères aidants au Québec. Alors, c'est des outils de la QRP. Là. Fait que là, je serais bien embêtée de tes données, là. Je voudrais bien tes données, moi. Non. Mais ça appartient au portail pour les pères aidants. C'est des outils qui sont créés pour eux. En tout cas, tout le monde en parle. Il aurait été mieux de t'avoir dimanche dernier que Mathieu, le bon côté. Ah oui, je suis pas d'accord. Ah ouais. Non? Ah, moi, je suis non? tout à fait d'accord.
Oui. Moi, je suis pas Non, d'accord. OK. Bon, moi, j'ai pas Non, non, je suis d'accord d'opinion avec sur la vous, question. Oui. Non, mais je veux juste te féliciter parce que comment dire, T'attendais-tu à découvrir ça? ben, je te connaissais un peu, mais je t'ai connu très, très jeune, tu sais, mais en même temps, c'est tellement, comment dire, ça fait du bien de t'écouter, tu sais. Je trouve que ça suscite de l'espoir, puis c'est beau de te voir, là. Ah, ben merci. Ben oui, ça prend de l'espoir, hein. Si on veut on veut tous un monde meilleur en santé, là. Et on a toutes des petites victoires chacun de notre côté.